à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission du mercredi. Je suis ravie de vous retrouver. Le printemps pointe le bout de son nez, faut le voir depuis quelques jours et c'est tant mieux. Tant mieux pour notre morale et parce que qui dit printemps dit forcément d'ici quelques temps été. Mais comment gère-t-on l'arrivée de la belle saison dans les jardins et les pépinières ? Est-ce le début d'une saison intense après une certaine léthargie hivernale ? Eh bien, c'est avec le PDG des pépinières Ripo que nous allons tenter de répondre à cette question. Plus de 60 ans que cette entreprise installée à Cheffoy habille, décore nos espaces et nous fait aussi découvrir de nouvelles espèces chinées en quelque sorte au détour de voyages à l'autre bout du monde. Comment les pépinières Ripo appréhendent le printemps ? Eh bien, nous le saurons d'ici quelques instants. Mais avant de saluer notre invité, je vais saluer nos chroniqueurs du mercredi. Baptiste, comment ça va ? Ça va très bien, j'ai la patate, la frite. Oh, c'est le printemps. On va parler de quoi ? Fallait les faire. On va parler de quoi ? De la pomme de terre, voilà. D'accord. Et de sa petite cousine, l'oca du Pérou. On a parlé des tomates la semaine dernière. Voilà. Et là, on va parler pommes de terre. Voilà. Très tendance, très dans le thème, très dans la saison. Il est en forme, le Baptiste. Impeccable. Impeccable. Jean-Luc Vadacarne, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ouais, et vous n'êtes pas venu tout seul. Non, je suis venu avec les aventuriers de l'Arche perdue. Qui sont les élèves qui sont derrière vous. Des idées très très intéressantes, passionnantes, vous allez voir. Donc vous avez un spécimen à côté de voilà, vous. Tout à fait. C'est ça, c'est Émiline qu'on salue. Bonjour Émiline. On explique quand même un petit peu le principe, on va parler de la Guyane, c'est ça ? On va parler de la Guyane et du voyage, de l'expédition qu'on a pu y faire, qui était très très riche. Vous étiez parti 3 semaines, 2-3 semaines, on s'était dit que vous étiez fâchés, mais en fait vous étiez en Guyane. Pas du tout, j'étais en Guyane avec eux. Les élèves. Ouais. Parce que ce sont des élèves de la maison familiale de Saint-Florent-des-Bois, voilà, dont vous êtes formateur. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Luc, on verra ça tout à l'heure. Benoît Ripo, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le PDG des pépinières Ripo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, parce que je me suis dit peut-être que le printemps arrive, aux pépinières, il y a plein de boulot. De toute façon, le printemps bourgeonne, donc évidemment, les gens veulent sortir de leur maison, fleurir, préparer un été et donc tout mettre en ordre dans son jardin où l'industrie reprend ses droits. Donc évidemment que le jardin est très important. Et les ventes aussi. Et les ventes aussi, très bien. C'est notre business quand même, je vous Exactement, on va en reparler. Les pépinières Ripo, je crois qu'on en a tous entendu parler au moins une fois. Après, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous faites, etc., ça c'est une autre question. Et justement, l'émission va servir aussi à ça. Mais d'abord, les pépinières et le nom de Ripo, c'est votre papa qui a mis en place tout ça. Alors, c'est notre père donc, qui a créé cette pépinière de Joseph. Donc, il y a environ 65 ans, donc, il a créé cette pépinière. Il était d'une famille d'agriculteurs. Et sa passion, il l'a trouvée à travers, au départ, donc c'était un peu plus tout ce qui était un peu les plants potagers, les betteraves, parce qu'il vendait presque des graines de betteraves. Il faisait ses premières radis. Les bottes de radis qui est un peu fabuleux. Dans le jardin. Qu'il semait pour ses premières récoltes pour aller mener donc, à la cantine de Fleury-Michon, qui était déjà une entreprise importante, je pense à cette époque-là, pour qu'il y ait une cantine déjà. Et après, au fur et à mesure, la pépinière a pris son développement. L'horticulture, parce qu'on va dire que la pépinière, c'est plus les arbres extérieurs. L'horticulture, c'est plus un peu les géraniums, allez, entre guillemets. Pour faire court et pour expliquer aux gens, pour expliquer un peu la différence de ces deux métiers qui se rassemblent quand même de plus en plus. Et puis, une pépinière qui s'est complètement développée. Et nous avons fait aussi du paysage, donc créer des jardins. Et on va dire que dans les années 84, nous avons complètement abandonné le paysage pour complètement se consacrer aux plantes, aux végétaux d'extérieur, donc la pépinière au sens brut, donc sur un espace d'environ 100 hectares. Alors j'ai vu des chiffres un peu hallucinants, 100 hectares, 2 millions de plantes. Oui. 2 millions de plantes. 2 millions de plantes. Alors, et vous avez variétés. Oui, tout à fait. 1000 variétés, oui, parce que quand vous êtes déjà dans une variété dans l'espèce des pommiers, vous allez avoir 20 espèces. Baptiste est bien placé pour le savoir. Évidemment, dans les vergers conservatoires. Donc, les camélias, il y a énormément de variétés. Et tous les jours, il y a une nouvelle variété qui peut arriver dans le pépinière Ripo. Alors, c'est une entreprise extrêmement familiale, puisque vous avez repris le flambeau, votre père est toujours là, mais je veux dire, vous a laissé les clés de l'entreprise. Alors, notre père a créé cette pépinière il y a 65 ans. Moi, je suis arrivé avec mon père dans les années 84. Mon jeune frère qui était avec moi, donc moi j'ai 54 ans, mon frère Damien, donc, qui est mon colistier d'une certaine façon. Et donc Damien a 38 ans, et donc lui est arrivé en 2000 en remplacement de mon père. Mon père a créé dans ce même moment-là une antenne au Portugal.
donc pour créer un peu des plantes exotiques. Alors c'était plus au niveau du Ravellana madagascarensis, donc c'était de l'arbre de voyageurs, et des lauriers roses, donc pour pouvoir les emmener à la pépinière Ripot à chaque fois pour les redistribuer dans le Grand Ouest. Et reprendre l'entreprise familiale, c'était une voie toute tracée ou ça vous est venu assez tard? Alors, pour moi, ça a toujours été tracé naturel, sachant que nous sommes 9 enfants, et bien, nous avons même déjà un frère aîné qui est donc sur Ripot, Mortagne, donc sur la route de Cholet. Oui, parce qu'il n'y a pas que chez Foix. Donc, ça a toujours été quelque chose vraiment d'ancré dans moi-même, de cultiver des plantes à l'image de mon père. Alors, Amandine, votre fille? Oui, tout à fait. Votre nièce ou votre fille? C'est ma fille, c'est votre fille ma première fille, et donc qui est rentrée dans la pépinière il y a 4 ans. Donc ça se transmet de génération en génération? Alors, elle vient de prendre ses marques, elle n'a pas passé le deuxième pas, mais évidemment que chacun, avec ses envies, peut continuer à poursuivre l'aventure Ripot. C'est vraiment une aventure, vraiment vous la Oui, parce que on le dit souvent, on reste une pépinière familiale, mais on a envie de s'amuser à travers le végétal, donc en parcourant évidemment le monde entier pour trouver des nouvelles essences que l'on peut adapter dans nos régions aussi. Oui, parce qu'on va en parler de ça. Il faut rester des terre à terre, d'une certaine façon. Et puis aussi de structurer le végétal dans d'autres formes. Donc ça, c'est une autre démarche. Alors moi j'avais une question, je me rapproche aussi de Baptiste qui est jardinier botaniste. C'est quoi la différence, moi qui suis novice, entre pépiniériste, jardinier, botaniste? C'est quoi la différence? Déjà, il y a une grosse différence entre, effectivement, pépiniériste, il va y avoir une production d'arbres et d'arbustes. D'accord. Jardinier, ça va être la personne qui va plutôt entretenir ou créer éventuellement un jardin. Et jardinier botaniste, c'est responsable de collection de plantes, c'est-à-dire que mon but à moi, c'est de collectionner les plantes et de faire en sorte de pouvoir les transmettre aux générations futures. Voilà. Est-ce que vous avez un... Excusez-moi, mais de les décrypter aussi, les variétés, non? De les décrypter, de les analyser, parfois de les acclimater. C'est ça aussi. Voilà. Donc c'est un peu votre travail aussi. C'est un peu notre travail aussi, parce que souvent, quelquefois, on arrive dans un jardin, mais c'est quoi ça? Je ne connais pas. Donc c'est vrai que le botaniste sera, lui, la matière grise de donner un nom exact latin à cette plante-là. Est-ce que c'est facile de travailler en famille? On va en parler tout de suite et puis après Oui. Évidemment, il y a toujours ces quelques conflits qu'il peut y avoir. Je pense que c'est plus facile de travailler en famille, mais c'est très important pour moi parce que d'une certaine façon, on peut se déléguer différentes choses. Vous connaissez bien aussi. L'un fait la production, l'autre est peut-être plus adapté à la commercialisation. Donc, chacun essaie de trouver son créneau, se respecte. Et comme dans toute entreprise, aller de l'avant. Oui, et c'est très symptomatique des entreprises vendéennes. Les entreprises vendéennes sont une grande majorité familiale. Donc vous êtes vraiment dans ce créneau-là. On est vraiment. On dit que votre spécialité, c'est l'art taupière. Alors c'est une de nos spécialités. Évidemment que le parcours des végétaux dans le monde entier évolue. C'est l'art taupière, donc l'arbre zen est une mode. C'est l'arbre taillé, c'est ça? L'arbre taillé, structuré, sculpté d'une certaine façon, et donne au jardin cet esprit zen et qui est vraiment dans la mouvance des nouveaux jardins qui sont de plus en plus petits. Donc à partir de là, il faut trouver quelque chose d'adapté, qui va donner de la proportion par rapport au terrain. Et évidemment, avec tout ce petit bassin, le claustral, les quelques petites chaises ou la petite table, donner cet esprit de bien-être. On va reparler des espèces de tendances comme ça, parce que je voulais savoir s'il y a des tendances aussi dans les jardins. Mais d'abord, on va faire un point. On va rester dans la nature, on va faire un point nature avec Baptiste. Les patates. Les patates, les pommes de terre. Les pommes de terre. De leur joli petit nom, Solanum tuberosum. Voilà. Non, ça c'est Jean-Luc d'habitude qui fait les matins. Non, tous les deux. Tous les deux. C'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Animaux et végétaux. Voilà. Donc Solanum tuberosum, la pomme de terre originaire de la cordillère des Andes. Donc on part en Amérique du Sud. Et donc on a plusieurs pommes de terre qui peuvent exister. Donc la fameuse traditionnelle pomme de terre à chair jaune. Ça, c'est celle qu'on connaît. Voilà, on a les petits germes là en ce moment qui commencent à arriver. Parce que la pomme de terre, c'est un légume qu'on pourrait qualifier de perpétuel. Puisqu'on plante un tubercule
ça en fait une dizaine à peu près. Ouais. On garde ces tubercules à l'abri de la lumière et au froid, et on peut les replanter l'année suivante, et comme ça, ainsi de suite, éternellement. Alors je dis éternellement, les spécialistes vont vous dire qu'il y a des viroses qui peuvent s'installer au bout d'une dizaine d'années au moins, que ça risque d'être un peu compliqué de garder cette variété pendant des années, donc on peut aussi la renouveler. Mais potentiellement, c'est un légume perpétuel. Un légume qui est arrivé en Europe très tardivement, fin des années 1500, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais on l'a cultivé à moins 6000 avant Jésus-Christ, déjà en Amérique depuis très longtemps. Il y a même des vases où on représente les pommes de terre. On pensait que le soleil, c'était le dieu pomme de terre pour certains. Monsieur Patate ? Monsieur Patate, exactement. Donc il y avait plein de choses comme ça. Donc il y avait toute une mythologie amérindienne autour de la pomme de terre. 3000 variétés existent en Amérique, donc c'est vous dire la multiplicité des variétés qu'on peut avoir, des longues, des rondes, de toutes sortes, de toutes les couleurs. On en a ici. Alors tout le monde va penser à la vitlotte. La vitlotte, c'est la patate qu'on a mis en avant pour la variété bleue, etc. Qu'on trouve dans le commerce d'ailleurs. Qu'on trouve dans le commerce. Il en existe plusieurs pommes de terre bleues. Ça, c'est une nouvelle variété qui s'appelle fleur bleue. Et elle a la particularité d'avoir un petit halo blanc autour. Elle est assez facile à cultiver et avec un rendement assez intéressant. Elle a un goût intéressant aussi, ou elle a un goût différent ? Elle a un goût intéressant. Alors ça, c'est suivant la quantité d'amidon qu'il y a dans la pomme de terre. Plus il y a d'amidon, plus quand on va la cuire, l'amidon va éclater, donc ça va faire une chair plutôt apurée. Et moins il y a d'amidon, plus elle va rester ferme, et donc plus on aura une pomme de terre à frites, à vapeur ou des petites choses comme ça, plus fermes. Voilà. Donc toutes celles qui sont fermes, souvent ils ont des petits noms de duchesse, Pompadour, machin, etc. Un petit peu plus chic. Et tout ce qui est puré, c'est plutôt Manon. On a des choses un petit peu moins, voyez, un peu plus prolo, quoi. Un peu plus prolo, voilà. Et alors justement, on a Stéphane Bern, une pomme de terre à particules, un tubercule à particules, une pomme de terre. Vous n'avez pas vu la publicité ? Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'étais pas venue. Ah oui, voilà. Ah bah oui. Donc alors voilà, on a cette dualité entre prolétaire et aristocratique, et qui va me faire rebondir sur Parmentier, Antoine de Parmentier, parce que à l'origine, donc la pomme de terre, par exemple, arrive dans nos assiettes très tardivement parce qu'on l'a donnée aux animaux. On pensait qu'elle était pas bonne à manger, donc du coup on l'a donnée aux cochons, entre autres, et elle était plutôt amère. À l'époque, c'était pas terrible. Et Antoine de Parmentier fait un concours et le remporte pour changer du blé qui ne se cultivait pas très bien et qui générait des famines. Donc ça remplaçait le blé. Et donc, pour remplacer le blé, on choisit la pomme de terre, on fait du lobbying, des dîners avec des savants. Pour faire goûter. Donc Aristo. Et après, version prolétaire, marketing, on fait des plantations de champs près de Paris et on met des soldats pour garder les champs. Les gens voient des légumes, des légumes précieux en train d'être conservés par des soldats, se disent ça doit être sympa, mais je vais pas pouvoir y aller. Et au moment où c'était prêt récolté, la nuit, les soldats s'en vont. Et ils vont récupérer les pommes de terre. Super idée marketing. Parmentier a réussi à faire entrer la pomme de terre dans la consommation des Français. Et aujourd'hui, c'est quand même le 3e aliment mondial, après le blé et le riz. 12 000 kilos de pommes de terre produits à la seconde dans le monde. C'est monumental. 374 millions de tonnes produites chaque année. Donc c'est vraiment un super tubercule à particules. C'est un super tubercule. Et petite info quand même, le fruit de la pomme de terre. Ah, c'est joli en plus. Et oui, parce qu'on pense toujours à ça. au tubercule, mais la pomme de terre fait des fleurs, donc elle fait des fruits, et on peut ressemer les graines, donc on peut même semer des pommes de terre. Ça, c'est un autre débat. Le feuillage de la pomme de terre est toxique, tout comme le feuillage de la tomate. Il faut le savoir. Ah, je savais pas. Je vais me le dire. Je serais capable d'en manger. Merci beaucoup, Baptiste. On voit la suite tout à l'heure ? Oui. L'Oca du Pérou, c'est ça ? Merci beaucoup. Et maintenant, alors on part très très loin maintenant. On part en Guyane. On part très loin. Parce qu'on s'inquiète. On part en France. On part en France, voilà, exactement. Ouais. Alors, Jean-Luc, juste avant de donner la parole à Émiline, parce que c'est Émiline qui va bosser aujourd'hui, on refait un point. Vous faites des voyages avec vos étudiants, vos élèves, et là, vous êtes partis en Guyane. Oui. C'est ça. Alors, vous savez, il y a un peu plus de 1000 maisons familiales dans le monde. Il y en a 430 en France. D'accord. Chaque maison familiale est indépendante. Elle est sous contrat du ministère de l'Agriculture. Mais toutes ces maisons, elles ont un point commun, c'est la pédagogie de l'alternance.
Et on parle beaucoup de l'alternance ces derniers temps. Dans les débats Voilà. politiques, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est l'alternance pour les maisons familiales? C'est, entre autres, c'est le fait d'aller sur le terrain, en stage ou en voyage, pour observer les choses, prendre conscience de choses, s'interroger, et puis ensuite revenir dans l'établissement lui-même et théoriser tout ça, l'organiser, et essayer de mieux comprendre en s'aidant de livres, d'Internet, etc., et éventuellement en suivant des cours. Voilà. D'accord. Donc, notre idée à nous, à la Maison familiale de Saint-Florent, a toujours été de privilégier ce type de voyage. Et longtemps, nous avons été en Afrique parce qu'on y trouve beaucoup de ces espèces que ces élèves commercialisent dans leurs animaleries, puisqu'ils sont soit en formation de technicien conseil de vente en animalerie, soit en formation de technicien conseil vente de produits de jardin. D'accord. Et donc, hyper raccord, hein. Oui, complètement. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller sur le terrain, de voir, de s'interroger et de collectionner des idées, des principes et éventuellement d'en tirer plein de choses intéressantes. Et donc les élèves qui sont derrière vous et Émiline sont partis avec vous? Ils sont partis avec moi et puis... pas été trop difficile? 2 de mes autres collègues. Ils ne disent rien, c'est leur prof. et donc vous êtes partis, donc vous partez une fois par an, c'est ça? On part une fois par an, oui. Alors on part une fois par an, ça a un coût évidemment, mais c'est un coût qui est supporté par des actions des élèves qui font toutes sortes de ventes de produits. Ce sont des techniciens conseils de vente. Vous gérez le voyage de A à Z, du début à la fin. Oui. Alors, Émiline, merci d'être sur le plateau. Pourquoi avoir choisi la Guyane? Parce qu'en fait, du coup, le voyage de Guyane avait été présenté par la promo précédente. Et en fait, quand ils nous en parlaient, c'était une réelle aventure formidable. Donc, ils nous ont parlé de risques, parce que là-bas, on dormait dans des hamacs en carbet. Donc, en fait, on était tout le temps à l'extérieur, au contact d'animaux venimeux, des moustiques qui pouvaient nous donner des maladies dangereuses. Et ils nous parlaient aussi de tout ce qu'ils avaient pu faire, donc les différentes randonnées qu'on peut voir derrière vous. D'accord. Et il faut savoir aussi que la Guyane... c'était pas des vacances, hein? Non. D'accord. Et du coup, en Guyane, en fait, il y a beaucoup de faune et de flore. Donc, juste dans ce département, on y compte 98%. Donc, c'est vrai que c'est énorme, contre 2% en France. D'accord. Et le choix de la Guyane, c'est vous qui l'avez... Vous n'avez pas été influencé par... Jean-Luc Valacarne, pour le choix de la Guyane, c'est vous les élèves qui avez choisi la Guyane? En fait, on avait 3 choix, mais vu ce que les élèves de la promo précédente nous ont dit, c'était vraiment ce qui nous a boosté à partir là-bas. C'était l'aventure un peu? Ah bah carrément. Il y a un côté nature et un côté aventure. Ouais, des grandes randonnées très longues et puis intensives, beaucoup d'efforts. Fallait en faire psychologiquement et physiquement. D'accord. Et vous êtes parti combien de temps? Du 30 janvier au 9 février. Nickel, hein? Une semaine, 10 jours. Ouais. Merci beaucoup, Émiline. Je vous en prie. Tout à l'heure, on verra 2 autres élèves des MFR, mais c'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler avec Benoît Ripaud, le PDG des Pépinières Ripaud à Cheffois. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au printemps et plus spécifiquement aux Pépinières Ripaud. Nous sommes en présence du PDG Benoît Ripaud qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Baptiste, la suite de la chronique de Jean-Luc et plus d'Émiline. C'est Geoffrey qui s'y colle pour nous parler de la Guyane. Benoît, je ne vous ai pas demandé, mais combien de salariés aux Pépinières Ripaud? Alors, le Pépinières Ripaud, c'est 100 hectares, 50 personnes. D'accord. Donc, à l'année, avec évidemment des saisonniers qui viennent en complément de renfort de la troupe, parce qu'évidemment qu'au printemps, il faut tout, il faut vendre, il faut rempoter, il faut tailler, il faut greffer. Donc vraiment, le printemps, c'était une activité intense de la pépinière. Alors, c'était une de mes questions, parce que je me suis dit, peut-être que les Pépinières Ripaud, elles travaillent non-stop tout au long de l'année, mais il y a quand même une sorte de léthargie en hiver, c'est un peu endormi, un peu comme dans les jardins, et puis on sent... Oui, ça n'empêche pas que dans une pépinière, on a de plus en plus de serres, donc des serres qui fait qu'on produit de plus en plus pour le printemps. Un pépiniériste, il y a 30 ans, on cultivait au printemps, pour venir à l'automne vendre. Et après, au printemps, ça se finissait parce qu'évidemment, il n'existait pas les pots hors sol, c'était là que la pleine terre. Depuis 5 ans, eh bien, le numéro 1 des mois des ventes, c'est le mois de mars.
et après c'est avril, et novembre est devenu le 3e mois. Donc vous voyez qu'il y a complètement un bouleversement. Ah, c'est dingue, ah oui. Et évidemment que dans une pépinière, maintenant, nous sommes obligés de construire donc des serres, et même moi je les appelle pratiquement des poulaillers, pour dire que d'une certaine façon, on fait rentrer des bandes de conteneurs avec des petites alvéoles, donc de plantes, qui vont rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et qui vont être partir au ventre. Donc c'est pour dire que vraiment, parce qu'évidemment, il peut y avoir le gel l'hiver, donc si on doit vendre au printemps, il faut cultiver évidemment en conséquence. Donc ça veut dire que août, septembre, octobre, on va rempoter pour pouvoir vendre au mois de mars. Donc c'est quand même un changement de modification, même s'il y a quand même encore beaucoup de végétaux qui sont cultivés en pleine terre. Ouais, c'est ça. Mais après, le végétal pleine terre est pratiquement stoppé à partir de fin mars. Mars-avril, c'est pratiquement à la fin, parce qu'on ne peut plus arracher les arbres, parce qu'ils ont commencé à prendre leurs feuilles, leur végétation. Donc techniquement, ce n'est plus possible. Donc évidemment que le marché est très important sur mars, avril. Là, en ce moment. Maintenant, c'est les plus gros mois de l'année. Donc évidemment que nous devons être en phase pour pouvoir fournir tous ces végétaux. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais la question du temps, du climat, etc. joue. Est-ce que là, le début de l'année, vous avez trouvé, est-ce qu'au niveau climatique, on est plutôt bon? Enfin, il y a des années, je sais que c'est difficile, il pleut beaucoup. Alors, on va dire que c'est un hiver qui est relativement bien, un printemps qui est relativement aussi correct. Alors on va dire qu'on a eu un peu de froid, suffisamment de froid. Ouais, mais pas trop. Peut-être pas assez pour casser, marrant, pour geler, donc pour faire créer une consommation. Ouais. Mais indirectement, parce qu'on va dire que les tendances sont devenues sous le Méditerranée. La plante méditerranéenne, le laurier rose qui devient presque une plante basique dans tous les jardins, alors qu'il y a 10-15 ans, on mettait ça que dans un pot et puis il restait toujours dans le pot et on le rentrait l'hiver. Donc il y a une modification un peu de la consommation, mais ça n'empêche pas quand même que d'ici là, il faut évoluer. Donc le froid a été bien. Et on a un printemps qui est un peu de soleil, on a un peu d'eau et autres. Alors, le gros problème que nous pouvons avoir, c'est ce manque d'eau qui est derrière nous, donc où on va nous interdire, pourquoi pas, de restrictions d'eau. Et donc ça, c'est les petits problèmes que l'on pourrait avoir sous le printemps. Et c'est de plus en plus, souvent, d'année en année, ce problème d'eau? Non, pas du tout. On est venu sur des années, des hivers relativement pluvieux. Mais bon, peut-être que le printemps va venir régulièrement avec de l'eau, comme nous avons aujourd'hui, 5 mm aujourd'hui. Si on a ça toutes les semaines. C'est sûr qu'il fait pas beau. Voilà, mais voilà, c'est des contraintes qui peuvent nous arriver. Baptiste, on se refait un petit point. Non, on va se faire un point au cas. Voilà, on parlait du froid. Pour les pommes de terre, on dit toujours il faut planter les pommes de terre quand les lilas sont en fleurs. Donc c'est pas maintenant, c'est trop tôt, là. Il y a encore 2-3 semaines. Ouais. Donc du coup, on peut encore attendre pour les pommes de terre pour les planter, ou sinon il faudra mettre une petite protection au cas où il y a un petit peu de froid. D'accord. Et justement, on va être très raccord avec la pomme de terre parce que l'Oca du Pérou a une histoire. C'est ce qu'on a. Voilà, je vous en ai mis un petit bout pour que vous voyez. Ça sent rien. Ça a une histoire très liée à la pomme de terre. Repartons en Irlande. L'Irlande, quand fin des années 1500, on apporte la pomme de terre, tous les pays d'Europe, on va dire, prennent ça de façon un peu distante, plutôt pour les animaux. La pomme de terre, on était un peu méfiants, on pensait même que ça apportait des maladies. Mais les Irlandais, eux, sont très pauvres et font face à de nombreuses famines. Donc du coup, eux adoptent la pomme de terre très rapidement et basent leur alimentation en grande partie sur la pomme de terre. D'accord. Des problèmes politiques et de gestion agraire au niveau agricole vont un petit peu affaiblir la manière dont les agriculteurs vont pouvoir se répartir les terres et produire à manger. Et pas de bol, arrivée du continent européen, puisque donc, l'Irlande est sur une île, eh bien, une maladie va arriver dans les années 1845. C'est le fameux mildiou. Ouais, c'est le mildiou. On a parlé du mildiou de la tomate. Un autre mildiou existe sur la pomme de terre. D'accord. Et le mildiou va ravager les cultures de pommes de terre. Famine. Deuxième famine un petit peu plus tard, parce que du coup, première fois, ça ravage 50% de l'alimentation. Et après, c'est encore plus important. Une famine énorme, 1 million de morts, 2 millions de personnes qui s'exilent, majoritairement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. Et aux États-Unis, on les reconnaît parce qu'il y a toujours Mac devant. Voilà, ça veut dire fils d'eux en irlandais. Et donc du coup, Patrick et Margaret MacDonald arrivent aux États-Unis, exilés par la famine puisqu'il n'y avait plus de pommes de terre, et donneront naissance dans les années début 1900 à Richard et Maurice, non pas encore Ronald, qui vont créer justement Ronald McDonald, les plus gros quasiment
producteurs C'est de fruits rigolo au parce que, monde. mais ouais, c'est Voilà. ça. Et c'est les C'est plus ça. grands producteurs de fruits. Donc, McDonald's, finalement, Incroyable. eh bien, D'accord. les aïeux de McDonald's ont subi cette dizaine de pommes de terre, tout comme McCain d'ailleurs, qui fait partie de ces Irlandais dis donc. exilés aux États-Unis. Le rapport avec l'oca. Et le rapport avec l'oca, c'est tout simplement parce que dans ces années-là de famine, on cherche un substitut à la pomme de Ah, terre d'accord. pour essayer de produire un tubercule qui, lui, ne sera pas sensible à la maladie du mildiou. Donc il faut changer de famille. On est sur les solanacées, des cousines. Alors les pommes de terre est cousine de la tomate, toujours dans la même famille des solanacées. Et on va chercher une plante de la famille des oxalidacées dans le même endroit où pousse la pomme de terre, Ouais. au Pérou, dans les Andes, sur la cordillère des Andes, et on trouve l'oca du Pérou. Alors l'oca du Pérou, elle, est beaucoup moins On productive. dirait un radis. Et oui, elle n'est pas très grosse, voilà, on la C'est voit, tout petit, c'est ça fait quand même assez petit. Et par contre, ça produit pas mal de ces tubercules-là, facilement une cinquantaine. Mais quand on c'est peut le bien manger produit. comme la pomme de terre. Et on peut les manger comme la pomme de terre. Ça a Faut un la goût cuire. comme une pomme de terre avec une petite acidité d'oseille. Et cette petite acidité, c'est très typique des oxalidacées. Ce sont des oxalates de calcium. Et les oxalates de calcium ont un effet pervers. Si on en mange comme les Irlandais, régulièrement, tous les jours, pendant fait quoi? plusieurs semaines, voire Ça fait plusieurs quoi? mois, ça forme des calculs rénaux. Donc effectivement, on ne meurt pas de faim. Chien, ça. Et voilà, et Ah oui. on a un mal de chien à cause de ces choses-là. Dans les années 1850, Très vite, 1880, Baptiste. on arrive avec la bouillie bordelaise qui apparaît et on trouve cette solution pour lutter contre le mildiou. D'accord. On abandonne les ocas du Pérou qui peuvent être aussi jaunes, je les montre, Ouais. et on reprend la culture de la pomme de terre puisqu'on a trouvé le remède à tout ça. D'accord. Et Mais aujourd'hui, ça, on en mange quand même. on en mange quand même. Ça Voilà, se trouve dans le commerce. ça se trouve un petit peu dans le commerce. La mode des anciens légumes des années 2000-2010 commence à la remettre au Ah, goût du d'accord. jour. Et donc du coup, ces légumes-là, ça font partie des légumes anciens qu'on a oublié de cultiver et qu'il faut consommer donc avec modération, une fois par semaine ou une fois par mois. C'est plus, largement ça. suffisant. On n'aura pas de calcul rénaux avec ça. Voilà. Merci, Et ça reste Baptiste. la même culture que les pommes de terre. Même culture que les pommes de terre, avec l'inconvénient gèle pas, de hein. tous les légumes. Ça gèle Enfin, s'il oui, fait très froid. pareil. Mais la complexité des légumes andins, c'est que ce sont des légumes souvent de jours courts. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre que les jours raccourcissent Ah, d'accord. pour que ça se mette à produire des tubercules. Des petits tubercules. Voilà, donc à partir Des d'octobre-novembre. tubercules comme ça. Des tubercules, voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Baptiste, il a le jardin des curieux. Voilà, c'est en ligne, vous pouvez le contacter directement. Vous pouvez aussi acheter parce que je pense que vous. Il y a ça. Effectivement, il y a des ocas du Pérou, des ocas du peut Pérou acheter roses, des- jaunes, et puis il y aura bientôt 104 peut-être variétés de tomates anciennes Incroyable. disponibles sur le site internet. Allez voir le jardin des curieux. C'est Baptiste qui gère ça. Merci beaucoup, Baptiste. Merci. On retourne en Guyane. Ah, volontiers. Alors, Émilie a beaucoup changé. C'est Geoffrey qui s'y colle. C'est Geoffrey, parce qu'ils sont trois à tourner. Il y aura Pierre tout à l'heure. On a vu pourquoi vous êtes parti en Guyane avec Émilie. Geoffrey, bonjour. J'ai même pas dit bonjour, je ne suis pas polie. Qu'est-ce que vous avez pu observer en Guyane alors? Bon, Les espèces. Ah pardon, Jean-Luc, Plein de choses. je vous ai pas posé la question. Non, mais c'est vrai, Prenez la main et ensuite c'est Geoffrey qui parle. En fait, si vous voulez, j'ai Incroyable. tellement envie de vous montrer ce qu'on a vu, puis ouais, parce que c'est extraordinaire. En fait, c'est un peu comme dans un film de Walt Disney. Le film de Walt Disney, les films animaliers, vous voyez un animal toutes les 45 secondes à peu près. Et en Guyane, franchement, c'est exactement ça. C'est vrai? Oui, alors on a vu plein d'espèces. Je vous ai ramené quelques photos. Par exemple, là, vous avez un uka, un crabe violoniste, uka pugilator, qui porte pas si bien son nom finalement, parce que il n'est pas forcément C'est un crabe, fan de pugilat. Mais vous voyez, il rentre dans son trou et quand il va rentrer, en même temps, il vous fait un petit bras d'honneur pour dire Ce serait je très suis bien. dans ma maison cric-crac. Mais Il Baptiste attire ses fait femelles exactement de la même cette chose. manière-là, en agitant sa pince qui a deux couleurs. D'accord. Voilà, on trouve ça dans les mangroves. Autre animal Super beau. fabuleux des mangroves, ce poisson qui est sur la boue, et qui est un anableps, enfin, il y a plusieurs espèces, et qui a la particularité, vous voyez, des yeux sur le dessus du crâne, Ouais. qui lui permettent, lorsqu'il est dans l'eau, de voir à la fois, parce que sa rétine est tout à fait particulière, en deux parties, de voir à la fois en dessous et à la fois au-dessus. D'accord. Donc de se protéger de prédateurs éventuels. Geoffrey, comment on observe ce genre de... Comment vous avez observé les espèces? Comment on fait? ah bah déjà, Je suppose que vous venez pas avec vos gros sabots et puis ah voilà. non, bah, il faut être discret d'un côté, il faut être discret parce que sinon on ne va pas observer non plus extrêmement de faune. Ouais. Mais après, il faut savoir aussi que c'est un travail de longue haleine parce qu'on c'est d'abord on observe, puis ensuite on essaye de savoir à peu près c'est quelle espèce on a devant nous. Ouais. Parce que des fois c'est pas simple, parce qu'il y a des espèces qui sont des fois c'est pas encore Inconnu. connu. Enfin, vous connaissez pas, ouais. Inconnu, oui. C'est hyper impressionnant comme paysage, c'est hyper impressionnant. Ça, c'est des papillons.
C'est un toile de papillon, c'est ça? Oui, en fait, Autant une ce toile, sont enfin, des on fait pièges, aussi- parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, on a énormément de chasseurs de papillons qui vivent de ça et qui piègent une partie de la nuit sur des grands draps avec une lumière. On le les fait dans le papillons sont Massif à terre. central aussi. On le fait en France. Oui, Ah, c'est ils- vrai. oui. Sauf que là, à la clé, si vous voulez, vous avez des papillons qui valent une fortune. C'est ça. Voilà. C'est qu'il n'y a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Geoffrey, juste avant de terminer la chronique, est-ce qu'il y a un truc qui vous a frappé plus que d'autres? Ah bah la savane rocheuse en fait, c'est la savane quoi rocheuse, savoir que c'est comme on a derrière vous en photo. Joli, hein. C'est pas mal de blocs rocheux situés à 380 mètres d'altitude Ouais. à peu près. Et il faut savoir qu'en fait là abrite une faune extraordinaire parce qu'elle est vachement c'est résistante à la sécheresse. D'accord. Et on trouve une orchidée qui s'appelle Cyrtopodium andersoni, qui a vraiment une couleur magnifique, une floraison magnifique. Et la couleur, c'est quoi? Un peu jaune. Un D'accord. petit peu jaune, blanc, ouais, c'est très joli. Très bien. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci, vous pouvez rester avec nous. Hein. Merci, Jean-Luc. On se revoit tout à l'heure, nous. Hein. Merci beaucoup. On va revenir sur les pépinières Ripaud. Benoît, j'avais une question. Est-ce que, comme la haute couture, par exemple, est-ce qu'il y a des modes, des tendances? Alors évidemment, il y a des tendances qui arrivent régulièrement, comme dans tous les métiers. Hein, Ouais. Et dans les plantes, oui, c'est vraiment une mode. Donc on a eu la mode des oliviers, des palmiers. Ce que vous disiez, très sud de la France, Très c'est sud de ça, la France. Italie, Et de plus en plus, maintenant, on arrive sur les arbres sculptés, hein, les arbres D'accord. donc de plus petits espaces. Et aussi une bonne tendance, donc les érables japonais. Donc des érables japonais qui ont des feuillages de printemps et des feuillages d'automne qui sont fabuleuses. Et évidemment avec des végétations bien plus restreintes que les grands érables canadiens et autres. Hein. Donc Ouais. c'est retrouver ces tendances-là, les graminées. Et puis évidemment, ce jardin de plus en plus est minéral. Ouais. Donc à un moment donné, il va falloir un peu d'agave, je veux dire, genre un peu cactus, érable ou ces graminées qui vont venir parsemer ce jardin. On parlait évidemment de tendances, etc. Ce sont la clientèle qui vous impose de vous fier à eux, enfin de moins de vous coller à eux, ou alors c'est vous qui proposez. Alors, comme vous voyagez beaucoup, on parlait de la Guyane, oui. vous parcourez le monde pour Mais je pense que de toute façon, il faut toujours faire rêver dans un jardin. Donc, indirectement, nous sommes des concepteurs de nouvelles plantes ou de Oui. nouvelles formes hein, que l'on peut apprendre dans tous nos voyages qu'on peut faire, hein, même chez des particuliers qui peuvent être à 10 km de chez vous. Hein. Je crois que tout le monde est un peu créateur dans la nature. Et ce qui est important, c'est de retrouver dans ce jardin ce que l'on aime et ce qui est tendance à ce jour. Est-ce que vous savez les prochaines tendances? Ce que les gens vont acheter? Oui, c'est vrai que c'est toujours. Qu'est-ce que. Ben, alors, même nous-mêmes, il faut attendre peut-être un an d'avance. vous savez que lorsqu'il y a une mode sur une plante, eh bien, tous les producteurs, nos concurrents vont aller dans le même localisé. Donc, retrouver autre chose à travers ça, ça veut dire qu'il faut planter aussi en temps et en heure pour pouvoir récolter dans 10 ans. Hein. Moi, ce que je plante à ce jour, je ne les verrai même plus dans ma vie professionnelle. Mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais c'est en allant dans des régions du monde que vous pouvez trouver des plantes qui sont très résistantes dans nos régions et avec une structure un peu différente. Donc maintenant, on est un peu dans des feuillages verts, vous voyez, hein, des feuillages structurels, hein, style des élégias, style des papyrus, pourquoi pas. Donc des feuillages verts un peu, un peu tendance. Et ça, c'est des choses qui viennent dans cette mode. Mais à nous de la créer. Les journaux professionnels aussi nous le font évoluer. Vous prenez Pinterest sur Internet, vous voyez évidemment Instagram, les nouveaux légumes, les nouveaux tendances de plats et les nouvelles tendances de végétal structurées ou mises en valeur dans du minéral, du bois, du bassin. Donc voilà, c'est tout cet univers du jardin qui fait que la mode évolue. Et à nous de donner quand même de la nouvelle impression, des nouvelles idées. Hein. Je reviens sur la Guyane. Vous avez ramené des espèces rares de Guyane, par exemple? Non, Guyane, non. Tout à l'heure, dans notre petite intermède avant l'émission, je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais vu comme végétaux dans la forêt.
Et tu m'avais répondu donc des arbres du voyageur. Donc, c'est quoi les arbres du voyageur? L'arbre du voyageur, donc c'est une plante qui est un peu un genre de bananier, mais qui est vraiment comme un éventail. D'accord. Et je te demandais pourquoi ça s'appelle arbre du voyageur. Et alors pourquoi ça s'appelle arbre du voyageur? Vous le savez ou pas? Et l'eau, en fait, alors c'est parce qu'en fait, l'eau, c'est qui va ruisseler du feuillage, ça va tomber un peu dans un creux au niveau du feuillage en bas. Ouais. Et en fait, les voyageurs vont pouvoir boire l'eau D'accord. du réceptacle, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça, Baptiste? Le pétiole fait un tuyau. Le pétiole? Oh, non. Aussi, la feuille, le pétiole, alors quand même, un minimum. Je suis à ce niveau. Voilà. Ah oui, quand même. Donc le pétiole. Faites un tube et effectivement se remplit Et d'eau. donc on peut boire l'eau. Si un jour vous voulez, j'ai une petite vidéo là-dessus au Costa Rica, j'avais fait le trou pour voir. Baptiste, il a tout. Il a tout en. C'est génial. Et puis donc du coup, j'ai appris que donc monsieur a dit tout à l'heure qu'il en produisait au Portugal, son père en tout on cas. a fait ça. Mais après, voilà, c'est une plante quand même qui gèle. Hein. Et je disais, le dicton de l'arbre du voyageur, c'est qui voit beaucoup, qui voyage voit davantage. Donc vous voyez comme quoi c'est bien l'arbre du voyageur. Et dans ce spécial, vous avez les petites grenouilles qui reproduisent. Donc il y a à boire et à manger. Vous avez vu le truc? C'est incroyable cette émission. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler justement des pépinières Ripo et des voyages qu'ils font pour trouver et récupérer et ramener des espèces rares. Retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée aux pépinières Ripo. On fête le printemps avec eux. On est avec Benoît Ripo, le PDG des pépinières Ripo qui se trouve notamment à Cheffoy. Parce que le lieu c'est Cheffoy. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Jean-Luc. Jean-Luc est content, il a 3 parties dans cette émission. Je vais le payer cher. Et très cher. Et Geoffrey qui a disparu et qui est remplacé par Pierre. Voilà. Et je précise que ce sont des élèves de la MFR, de la maison familiale de Saint-Florent-des-Bois qui nous parlent de leur voyage en Guyane et ce que ça apporte et ce qu'ils ont fait aussi en Guyane. Baptiste, pendant la pause, vous avez dit un truc hyper intelligent. Non, Brillant. On parlait de tendance et on parlait de mode et s'il y avait des modes et des tendances avec Benoît Ripo. Vous me disiez qu'il y avait des tendanceurs. Oui, il y en a très peu, mais il en existe un, entre autres à Angers, qui s'appelle Chlorosphère, qui donne des tendances du jardin, donc qui analyse toute la presse, médias, publics, comme que la ce soit couture, le maquillage, la couture, les voitures, voilà, pour avoir des tendances couleurs, des tendances textures, des tendances sur même les personas, qui va acheter demain, qui va être prescripteur dans l'achat. Et donc du coup, on sait par exemple que cette année, le jaune va être à l'honneur dans les jardineries. Et on va aussi avoir des personas un peu plus particuliers qui vont être peut-être les jeunes familles avec enfants qui vont vouloir plutôt des plants potagers, de préférence bio, pour nourrir le petit, etc. Donc on sait un petit peu cibler tout ça parce que nous, notre problématique, effectivement, c'est d'arriver à produire des plantes en masse pour le moment... précis quand voilà. Ça va se passer. Et le problème, c'est qu'entre le moment où on sème, on divise, on multiplie, etc., parfois il faut plusieurs années. Et je rejoins monsieur sur ce qu'il disait, sur une dizaine d'années pour arriver à commercialiser un produit. Voilà, c'est des métiers. Alors Baptiste, c'est quoi la couleur de l'année prochaine alors ? L'année prochaine, je ne sais pas, il faudra aller au Salon du Végétal à Nantes début juin pour aller découvrir justement les nouvelles tendances. Alors ça, c'est un site, je pense que c'est réservé aux professionnels, le Salon du Végétal. Oui, c'est tout à fait réservé donc aux professionnels du métier du végétal. Mais alors, j'ai une question tout de même, mais est-ce qu'il faut vraiment être à la mode ? dans ce cas-là? Est-ce que les pépinières Ripo suivent la mode, les tendances? Il faut absolument se remettre en cause chaque jour pour promouvoir des nouveaux végétaux ou des nouvelles modes ou des nouvelles structures. Parce que si on produit toujours les mêmes choses, eh bien on se lasse. Et dans toute entreprise, même autre que végétale, il faut toujours un renouveau de la gamme, de l'élargir, de la compléter pour pouvoir vraiment faire envie à nos clients, à nos paysagistes, à nos particuliers de venir acheter des plantes de la pépinière Ripo. Et quelquefois, le fait d'avoir une nouvelle variété, vous êtes incontournable parce qu'un prescripteur a dit « je veux ce végétaux dans ce jardin-là » et à un moment donné, vous avez toute la commande qui va passer dans votre pépinière parce que vous avez cette plante qui était importante. C'est pour ça que vous voyagez beaucoup et que vous récupérez chiner, je disais chiner dans l'introduction, des espèces comme ça rares. Oui, tout à fait, par les fougères arborescentes d'Australie, enfin Tasmanie aussi, mais donc avec Terra Botanica, le parc végétal où nous avons été prescripteurs de
de ce marché donc, pour ce lot de grandes fougères arborescentes. Et depuis, même on les voit passer derrière nous, et depuis, nous en faisons un conteneur. Donc ce sont des billes de bois, pratiquement, parce que ce n'est pas du bois, mais de billes de tronc qu'on reçoit de Tasmanie, ou plutôt d'Australie, et qu'on va cultiver pendant 1 an. Et on va distribuer ça pratiquement en France entière, et on en livre même au palais à Rabat au Maroc, hein. Donc vous voyez comme quoi avec Internet, je veux dire, toutes les frontières se démultiplient. Vous êtes aujourd'hui la plus grande pépinière de France ou pas? Non, on peut dire qu'on est peut-être dans le top 10 d'entreprises individuelles en France, oui. Quelle est votre clientèle? Alors, je suppose que c'est d'abord les paysagistes, par exemple, Alors, des choses comme ça. pour 40%, ce sont des paysagistes, hein, donc 20%, on va dire, de mairies, marchés publics, 15% particuliers, 15% pour d'autres pépinières qui achètent un stock dans la pépinière. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, on produit des plantes atypiques, mais vous savez qu'on va du fruitier au rosier, à la plante basique. Et la devise de Pépinière Ripaud, c'est toutes les plantes, toutes les tailles, tous les jours de l'année. Exactement. Et c'est juste pour vous dire que le premier client de la Pépinière Ripaud, c'est, pour rejoindre un peu tout à l'heure, donc c'est un paysagiste. Et lui, qu'est-ce qu'il crée toute l'année en France? Il crée des McDonald's, donc il fait le jardin. Donc, nous, on va se rejoindre par rapport à ça. Et donc, on va livrer le jour, parce qu'il a 5 jours pour faire ce jardin-là, on va lui livrer tout dans le même camion. Le végétal, donc des bambous, un olivier, une plante taillée, des haies, des petites plantes fleuries pour que ce soit très joli le jour J de l'ouverture. Ah oui. Donc c'est très important. Et pourquoi nous avons cette démarche-là? Parce que c'est une pépinière qui est étendue sur le bassin atlantique, où on va, vous voyez, de Bordeaux jusqu'à le Vannes. Donc on a toute cette barrière atlantique où il y a quand même beaucoup de monde l'été. Donc évidemment, il y a une consommation, il y a des maisons qui sont construites, et on veut du rêve. Oui, bien sûr. On va reparler de cette notion de rêve, parce que moi je suis allée voir à chaque fois, et c'est assez prodigieux quand on rentre dans la pépinière, on va en reparler. On va refaire un tour en Guyane, on est jet-lagué. Jean-Luc, la Guyane, il paraît que vous avez plein de photos à nous montrer. Oui, bien sûr, si vous voulez les voir, j'ai plein d'espèces. C'était un vrai bonheur, vous avez eu plein de choses. Donc en Guyane, on a vu deux espèces tout à l'heure avec Geoffrey. Mais alors nous, on s'intéressait à toutes sortes d'espèces. Alors il y en a certaines, comme a dit Geoffrey tout à l'heure, dans notre travail, il faut observer, il faut identifier. Donc là, j'ai le plaisir de vous montrer des chenilles que nous n'avons pas identifiées malgré tout le travail qu'on a fait avec ma collègue. On n'a pas trouvé ce que c'était. Voilà. Il y a toutes sortes de dessins. Alors donc il y a une grande faune entomologique qui a beaucoup de papillons, dont les fameux morphos, c'est ces gros papillons bleus magnifiques. Et c'est intéressant aussi de les voir parce que pour nos élèves, il y a un marché autour du papillon un de ces jours, prochainement. D'accord. Là, vous avez une huule qui est un petit détritivore qu'on va trouver dans le sous-bois. C'est un de ces 1000 pattes qui est également commercialisé en animalerie. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, voilà, une denticulée, vous voyez, la tortue charbonnière qu'on a eu la chance de trouver dans un sous-bois du côté des marais de Caux, et qui est une très belle tortue, très opportuniste, qui mange toutes sortes de choses, y compris des petits cadavres. Tranquille. Tout ce qu'elle peut trouver. Là, on a beaucoup d'espèces comme ça que les élèves cherchaient vraiment à découvrir, et notamment dans les migales, on a velu, hein. Oui, c'est assez velu. C'est la migale la plus emblématique de Guyane. Elle est grande comment? Comme votre main. Comme ça? Oui, tout à fait, comme votre main, oui. Donc, c'est pas du tout un animal qui est dangereux. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Puis après, on va donner la parole à Pierre. Oui. Parce qu'il n'est pas venu pour rien, quand même. Voilà, le toucan ariel, par exemple, toutes sortes d'oiseaux dans celui-là. Là, c'est vraiment au petit matin, la photo est juste en lumière, mais c'est un vrai plaisir de voir cet oiseau qui est plutôt timide, qui va fréquenter les bords de rivières, qui évidemment est frugivore, mais qui ne dédaigne pas de temps en temps manger des œufs d'oiseaux
sur la canopée. Ah, là, on a beaucoup cherché, on en a trouvé plein. On en a trouvé plein, ce sont des dendrobates. Celle-ci, c'est la dendrobate dite à tapirer. Alors pourquoi le tapirage? C'était un truc bizarre que faisaient les Indiens. Ils plumaient quelques perroquets et ils frottaient la peau du perroquet avec cette dendrobate pour obtenir des plumes de couleur. Voilà. Ah la oui. repousse faisait des plumes de couleur extravagantes. Vous êtes parti 9 jours, Pierre, c'est ça? Ouais. 9 jours. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Déjà, la faune, la flore, impressionnante. Mais après, déjà, il y a tout ce qui a été la préparation avec les actions de financement qu'on a dû faire. Oui, en amont du voyage. Pendant 1 an et demi, on a fait quasiment que ça à chaque fois qu'on allait en alternance. On revenait avec un chiffre à faire. Donc on a vendu des chocolats, des saucissons. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Des articles de bonneterie, donc chaussettes, serviettes, tout ça. Il y a des devoirs à faire aussi. Hein. Oui, non, mais ils bossent Oui, quand en même. plus, Mais, en plus. oui, mais c'est du travail. Ils ont financé entièrement. C'est notre métier de vendeur aussi. Hein. Ouais, c'est Et après, exactement on ça. a C'est vrai, fini, c'est exactement ça. là en décembre 2016 par mettre les huîtres en bourriche Ah oui, je sais. dans les J'en ai Charentes-Maritimes. parlé. C'est Dans le froid. dans le froid, l'humidité, ouais. Mais bon, fallait avec la motivation d'aller en Guyane derrière, donc c'était plus facile. Oui, c'est un peu ça. Ça aide. Après, là, personnellement, moi, j'en ai tiré plus des observations animalières que je ferais peut-être jamais autrement dans ma vie. Même végétales, minérales, les paysages étaient impressionnants. Enfin, Il y avait une concentration de plein de choses, en fait, et de faune et de flore en un seul lieu qui était Voilà, assez tous les 10 impressionnant. mètres, on s'arrêtait, puis on était là, ça, on n'a jamais vu. Ça non plus. Enfin, c'était impressionnant. Après, oui, voilà. Puis professionnellement, je pense que aussi tout le monde a été enrichi, que ce soit autant les formateurs que nous. Parce que dès qu'on voyait quelque chose, quelqu'un donnait une anecdote, il y avait plein d'informations qui défilaient tout le temps. Une sorte d'émulation. Puis voilà, puis on mélangeait tout et professionnellement, c'est génial. Ils sont contents, hein. Ouais. C'est bien, hein. C'est bien d'avoir un tour. Merci beaucoup, Pierre. De rien. Je vous laisse regarder les photos. Merci, Pierre. Vous restez avec nous. Hein. On va finir tranquillement cette émission sur l'entreprise Ripo, les pépinières Ripo, avec Benoît, le PDG. Moi, je suis venue une fois aux pépinières Ripo, et quand on rentre chez vous, on a l'impression de rentrer dans un espèce de jardin extraordinaire. On tourne la tête, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Vous, le lieu à Chéfoix, vous l'avez construit comme ça aussi pour que les gens en prennent plein la vue quand ils arrivent aux pépinières? Alors c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années, tranquillement, sûrement, évidemment, avec des étangs, parce que pour arroser nos parties hors sol, le cheminement. Alors évidemment, on comprend toujours des idées de collègues ou de pépinières. C'était principalement italienne, où on cultive un peu même sur les bords de route. Hein. Je veux dire que tous les mètres carrés sont utilisés à bon escient pour les cultiver. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans la pépinière, on a toujours planté plein de palmiers. Et ce qui est toujours marrant, c'est que lorsque les gens viennent du nord de la France ou pourquoi pas d'Alsace et qui disent mais ici en Vendée mais il doit faire très très chaud, il fait beau. Ça. C'est exactement ça. On se croit et je disais toujours à nos responsables départementaux, vous êtes un département donc du tourisme, tous les grands ronds-points qui rentrent du nord et de l'est, vous allez nous mettre plein de palmiers, et quand les gens ils arrivent au premier rond-point qui vaut plein de palmiers, ça y est, on est en vacances. Oui, c'est ça, il y a une notion. Et donc c'est la même chose que l'on a un peu fait naturellement dans notre pépinière, sans vraiment le chercher. Et donc après on évolue sur les arbres taillés en bord de route, donc c'est vrai que et puis on est dans un peu un décor de Toscane un peu, donc c'est la Suisse vendéenne, comme on disait dans la région du Puy du Fou, donc c'est vrai que c'est un peu vallonné, donc après de ses retenues collinaires, ses serres, voilà, et toujours de l'améliorer, hein, d'apporter des nouvelles choses, parce que quand un client rentrait 10 fois dans le magasin, c'est sur la route, on doit changer aussi l'univers comme des collections, quoi. Des collections, hein, voilà. Et ça, c'est très très important, très important. Rien ne doit être figé. Dans un terrain, dans un jardin, c'est pareil. Quand vous avez vu 10 fois la même chose pendant 10 ans dans votre jardin ou dans votre maison, vous avez envie de le rénover, de le changer. Et dans une pépinière, c'est d'autres pareil. Vous dites pépiniériste ou décorateur? Nous sommes pépiniéristes. D'accord. Décorateur, ce serait plus l'image du paysagiste. Voilà. Qui lui va quand même. Et vous embellissez les extérieurs quand même, on est d'accord? Oui. Métier, c'est un peu ça, pour celui qui arrive naturellement dans une pépinière, c'est vrai que c'est toujours joli parce que c'est nouveau. Voilà, c'est un œil neuf.
Merci beaucoup, Benoît Répaud. Ça a été Je un vous vrai en prie, plaisir c'était de vous avoir sur le plateau. On n'a même pas parlé des notions environnementales aussi. Je sais que vous recyclez l'eau que Oui, vous tout à fait. utilisez avec les bassins, Et il faut etc. savoir que dans les pépinières, donc, nous avons un label qui s'appelle Plante Bleue. Et c'est pour ça qu'à à travers ce Plante Bleue, nous avons la marque Fleur de France. Voilà, le respect de l'environnement. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonne saison. Eh bien, il y a Vous pas êtes de en plein problème. dedans, là. Tout à fait, le printemps. Le printemps. Baptiste, à très très vite. Jean-Luc aussi à très vite. Pierre, Émeline et Geoffrey, bravo. Le contrat est rempli. Vous me direz la note que vous avez eue quand même. Voilà, vous me direz. Merci beaucoup en tout cas. Je remercie les maisons familiales, la maison familiale de Saint-Florent-des-Bois. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous dis à demain.